Alors, je vous propose de commencer notre échange. Je vous invite le panel de nous rejoindre. Parfait. Je pense que voilà, il y a l'audience va nous rejoindre au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est enregistré, d'où voilà, on peut commencer maintenant. Bonjour et bienvenue à tous et à tous à cette deuxième journée de AI Days Bretagne. Je suis très heureuse de vous présenter le thème aujourd'hui de cette table ronde, la diversité dans l'IA. Voilà, pour des raisons éthiques, réglementaires, ainsi que scientifiques et technologiques, la diversité est un élément crucial qui est à prendre en compte dès l'idéation et la création d'une solution IA jusqu'à sa mise à disposition et maintenance. Des questions comme, par exemple, quels sont les critères du succès des solutions IA et comment la diversité pourrait y contribuer, ou quand on parle de la diversité, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement, quels sont, surtout dans le domaine bien évidemment de l'IA, à quel moment faut-il penser à la diversité et la mettre en place dans les équipes IA. Voilà, c'est des exemples de questions qui seront abordées avec notre panel d'intervenants aujourd'hui, que j'ai le plaisir de vous présenter. Elena Bokina, Data Project Manager chez Sodexo. Iman Bello, avocate à la Cour, spécialisée dans l'IA et les droits de l'homme. Et Hugo Perrier, mon collègue, consultant Machine Learning Engineer, qui enseigne également à IoT Academy. Je vous tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation de participer à la table ronde. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous sur la diversité. Nous tous travaillons dans le domaine de l'IA. Par contre, nous avons des parcours assez différents. D'où je vous invite à partager un petit peu plus sur ce que vous faites aujourd'hui et surtout, voilà, de manière générale, quel est votre parcours. Elena, je te laisse la parole. Merci Tsvetina, merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, moi je m'appelle Elena. Aujourd'hui, je suis chef des produits data dans une grande groupe française de restauration collective qui s'appelle Sodexo. Moi, personnellement, je pense que mon parcours dans le domaine data est assez classique ou typique, je dirais, parce que je faisais toujours la même chose. J'ai commencé avec les mathématiques. Ensuite, ça a changé un peu le nom, AI, Data Science, mais ça reste toujours la même approche et le même langage. J'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Nice, Sophia Antipolis, en 2012. Et en 2013, j'ai rejoint un cabinet de conseil sur Paris en tant que consultant data scientist, où j'ai passé 5 ans. Et en 2018, j'ai rejoint Sodexo, la partie Data Lab. C'est une partie de l'équipe digitale qui est dédiée à la production des produits data. Niveau de parcours, je dirais aussi que j'ai fait mes études dans plusieurs pays de l'Europe. J'ai fait ma licence en Russie, j'ai fait mon master en Grande-Bretagne et j'ai fait mon doctorat en France. Donc, j'ai vu un peu de tout. Niveau travail actuel, je pense que un chef de produit, c'est un peu un homme orchestre. Et mon rôle, c'est de vraiment connecter plusieurs mondes entre eux, le monde de business et le monde technique, et les faire parler de la même langue et de se faire comprendre. Ok, super. Ce qui est assez intéressant dans ton parcours, c'est surtout que au début, tu manipulais la donnée. Et aujourd'hui, en fait, tu te retrouves plutôt, voilà, c'est ce que tu disais, chef d'orchestre, et que, bah, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as très peu la main sur la donnée, ou tu ne programmes pas pour le moment. Je code plus, oui, effectivement. Comment tu as fait ce choix, justement, de... Ben, je pense que je suis assez curieuse dans la vie, et après la recherche, j'ai changé, j'ai commencé à travailler comme consultante. Et quand j'ai travaillé en tant que data scientist, je voulais vraiment voir l'autre côté de la force. Je voulais savoir comment
comment les cadres sont choisis, pourquoi, quelles sont les priorités du business. Parfois, j'ai vu aussi qu'il y avait des demandes qui ont pas très pertinent niveau data science. Et je voulais influencer ce monde aussi. C'est pour cette raison-là que j'ai changé et j'ai passé chef des projets. Très intéressant. On aura hâte de voir tes exemples justement sur les questions de diversité, vu aussi ton parcours assez impressionnant. Merci beaucoup. Iman, je te laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Iman Bello, je suis avocate au barreau de Paris en droit du numérique. Je suis aussi enseignante et donc chercheuse en éthique et politique des systèmes d'intelligence artificielle à Sciences Po Paris. Concrètement, mon métier aujourd'hui, ça va être explorer les risques juridiques, éthiques, réputationnels, politiques et sociaux qui sont posés par les solutions sur lesquelles mes clients travaillent, que ce soit des solutions qui sont créées par mes clients ou bien qui sont utilisées par mes clients. Donc, je vais poser des questions, accompagner la création de projets, défendre des projets devant les régulateurs, négocier et puis de manière générale participer à la gouvernance de la donnée, par exemple, donc participer à la gouvernance de la donnée dès la conception pour valoriser le projet au maximum. Et s'agissant de mon parcours, j'ai plusieurs casquettes qui se retrouvent du coup diffusées dans le métier que j'exerce aujourd'hui. J'ai fait une licence en Allemagne en sciences politiques à l'Université libre de Berlin. J'ai fait le parcours sciences politiques de Sciences Po, donc qui est un parcours en sciences politiques et en sciences sociales. Et j'ai aussi fait du droit. Et donc tous les jours, je fais un peu de droit, un peu de politique, et un peu de sciences sociales qui est assez important dans la pratique éthique du numérique dans laquelle j'exerce. Voilà. Super. Effectivement, assez impressionnant également comme parcours. Comment tu t'es décidé de te spécialiser dans l'IA? Est-ce que tu te souviens la première fois quand tu as entendu parler de l'IA et justement d'être impliqué un peu aussi dans ce domaine? Oui, alors c'est un parcours qui est familial, disons. Par exemple, mon frère est ingénieur et je me souviens quand j'ai commencé à faire du droit, il me disait mais pourquoi tu fais du droit? Ton métier n'existera plus dans 15 ans. Et je me suis dit on verra bien si c'est le cas ou pas. Et donc du coup finalement je conseille en IA voilà, mais c'est juste une petite aparté. Mais de facto, c'est vrai que j'ai cherché, après avoir fait sciences politiques, j'ai cherché, j'adore le droit, la matière de manière générale, je trouve qu'elle est très flexible, c'est très intéressant et très enrichissant intellectuellement. Et je voulais exercer un droit qui me permette d'innover tous les jours et aussi de créer quelque chose. Et le droit numérique, c'est une matière qui évolue littéralement tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine. Super, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Hugo, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus aussi de ce que tu fais aujourd'hui et voilà, quel est ton parcours? Ouais, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Hugo Perrier et aujourd'hui, je suis consultant data scientist chez Quantmetry, une boîte de conseil. Mais pour arriver dans l'IA, j'ai eu un chemin un petit peu détourné. J'ai commencé par des études de physique à Lausanne. Ensuite, j'ai fait un master d'ingénierie nucléaire à Zurich. Et enfin, ma thèse, c'était de la mécanique des fluides à Londres. Donc, on est quand même dans le milieu des maths et de la programmation, mais pas vraiment dans le domaine de l'IA. Et un jour, je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment ce que je faisais et c'était le moment où il y avait la mode autour de l'IA. Et du coup, j'ai cherché comment je pouvais faire ma transition vers l'IA. Et pour le coup, c'est une transition qui c'est assez facile parce que dans le monde de l'IA, il y a énormément de contenu disponible gratuitement en ligne. Donc, j'ai fait des cours en ligne, j'ai fait des meet-up. Est-ce que vous m'entendez? Je vois tout le monde frisé. Allô? Oui, on t'entend très bien. Ah, pardon. Ok, donc ouais, je disais que pour ma transition, j'ai fait des cours en ligne, j'ai fait des meet-ups, j'étais dans des associations. Globalement, dès que je trouvais des opportunités à Londres à l'époque pour me mettre un peu dans le milieu de l'IA, j'y allais à fond. Et voilà, ça a plutôt bien marché parce qu'après ma thèse, j'ai pu faire ma transition et commencer à travailler comme consultant chez Quantmetry.
Et après, au sein de Quantmetry, donc j'ai été dans différents projets. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les projets qui ont vraiment bien marché, c'était jamais les projets où on m'envoyait tout seul pour développer un truc voilà, à la main. C'est des projets où il y a des équipes généralement pluridisciplinaires avec différents profils, différents métiers qui sont impliqués. C'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à apporter de la valeur à des entreprises. Super, merci beaucoup. Effectivement, pareil, un parcours hyper impressionnant. Je me posais la question justement de, effectivement, une fois que tu t'es lancé dans la data science, il y a aussi, c'est un domaine assez riche et à un moment donné, on est obligé aussi de se spécialiser dans un domaine au sein de la data science. Toi, tu as choisi l'analyse du texte, l'NLP. Vu ton parcours, tu adores les maths, les chiffres, les physiques. Comment tu as décidé de te spécialiser dans les données de texte, en fait? C'est ça, j'ai travaillé sur les chiffres toute ma vie et finalement j'ai choisi les lettres. Donc le NLP, je trouve ça assez intéressant. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a un besoin de se spécialiser parce qu'il y a de plus en plus de compétitivité sur le marché de la data. Et je trouve que les lettres, c'est un bon lien entre le monde réel. Nous, généralement, on interagit beaucoup par le texte, on lit le journal, on lit des livres, et le monde de la data science. Et je trouve que là où il faut énormément de photos pour arriver à faire comprendre une IA qu'un chien est un chien et un chat est un chat, avec le NLP, on peut assez facilement arriver à intégrer des notions de sémantique à un ordinateur. Je trouve ça plutôt intéressant. Super, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai hâte de discuter avec vous plus en détail ce que c'est la diversité et comment elle pourrait contribuer aux clés de succès des solutions IA. Peut-être juste un petit peu pour parler de moi aussi, de mon parcours. Comme ce que j'ai dit, je suis collègue de Hugo. Je suis spécialisée plutôt côté business, ça veut dire plus dans la construction d'une stratégie IA et définir une feuille de route pour les entreprises de comment valoriser plus leurs données au sein de l'entreprise et identifier les différents cas d'usage pour voilà, les mettre en place. Mon parcours, voilà, je suis d'origine bulgare, j'ai fait mes études en Allemagne et en France. Mes études en Allemagne, c'était à l'Université technique de Munich et je dirais que c'était plutôt un programme à la moitié business, à la moitié tech. J'ai appris à coder aussi, mais à l'époque, c'était Java et ce n'était pas Python. Et en même temps, j'ai appris aussi de comment monter et comment aussi manager des activités business dans les entreprises. Et après, j'ai fait un master en marketing à l'École de commerce de Grenoble. Et après 5 ans dans le conseil en management et opération, je me suis vite rendu compte qu'en fait, pour essayer d'optimiser des process, pour essayer de résoudre, de faciliter la prise de décision dans les entreprises, en fait, ça devenait de plus en plus difficile de le faire à travers des fichiers Excel classiquement ou voilà, tout simplement de se reposer juste sur l'expertise et l'expérience des différents experts au sein des entreprises. Je voyais qu'il y a ce besoin-là d'analyser la donnée avec un volume beaucoup plus important, même en vue aussi du fait que maintenant, les activités des entreprises génèrent plus en plus de données et il existe cette richesse de données assez importante, d'où pour résoudre ces problèmes qui sont au sein des entreprises, il faut se baser sur des compétences de la data science. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre Quantmetry il y a 3 ans pour me spécialiser justement dans le domaine de l'IA. Et comme ce que je l'ai dit, aujourd'hui, je suis focalisée plus sur la partie stratégique de l'IA, pourquoi on le fait et comment on le fait de manière plus organisationnelle. Et voilà, très heureux aujourd'hui pour vous partager quelques exemples sur pourquoi on a besoin effectivement d'avoir des équipes diverses avec des parcours différents, mais non seulement. Ce n'est pas juste une question de parcours, mais c'est aussi une question d'origine, de sexe, et aussi de culture, etc.
Alors, avant de commencer, je souhaite juste rappeler aux participants que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser directement. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aussi en introduisant la table ronde. L'objectif, c'est de parler de quels sont les critères de succès d'une solution IA et comment la diversité pourrait y contribuer. Qu'est-ce qu'on appelle, de quoi on parle quand on parle de la diversité dans le domaine de l'IA, et plus précisément, à quel moment il faut commencer en fait d'y penser et la mettre en place dans les équipes. Alors, peut-être justement pour parler des critères du succès d'une solution IA, effectivement, on pense tout de suite à la performance des modèles. Voilà, est-ce que nos calculs sont sont satisfaisants par rapport à nos objectifs? On parle très souvent aussi de est-ce qu'il y a un ROI, est-ce qu'il y a un impact business? Mais à part ces critères, il y en a d'autres aussi qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple la transparence, les aspects éthiques, les possibilités de biais dans la donnée ou dans les modèles, la robustesse des modèles une fois déployés, etc., etc. Peut-être, Hugo, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton expérience sur justement sur les modèles, sur comment on calcule justement la précision, et que la précision, pour arriver surtout dans le domaine de l'NLP, quand on change une langue à une autre, potentiellement, il y a des petits challenges là-dessus. Ouais, moi j'ai une chose qui me vient en tête. En fait, souvent, je trouve que les métriques, c'est ce qui va faire le lien entre le technique et le non technique. Donc, si on a une mauvaise métrique, on peut être génial du point de vue technique, et en fait, on se rend compte qu'on n'est juste pas en train de résoudre le problème que les gens ont. Donc, clairement, la question de la métrique et de qu'est-ce qu'on veut faire avec une solution IA est hyper cruciale. Et si je réfléchis un peu à des projets que j'ai pu suivre, j'ai eu des projets de traitement automatique des emails. Et là, on s'est rendu compte que parfois, on avait besoin vraiment d'avoir le retour du métier pour définir qu'est-ce que une bonne métrique, qu'est-ce qu'un bon modèle, et que c'était clairement insuffisant de se dire juste entre data scientists, on va utiliser une précision, on va utiliser un recall ou une accuracy. Ça, c'est un exemple un petit peu dans le monde du NLP. Je suis en train de réfléchir à d'autres exemples. Oui. Je me posais la question en fait du challenge, par exemple, effectivement, quand tu analyses le texte, un texte en français, est-ce que tu dois travailler encore sur la précision si tu changes la donnée qui est en anglais, par exemple, ou à une autre langue? Est-ce que tu peux t'attendre que ton modèle soit moins performant si si la langue change? Oui, assez clairement. Déjà, il y a les subtilités des différentes langues en NLP. Donc, tout simplement, on peut avoir les pronoms genrés dans certaines langues et pas dans d'autres. On peut avoir une façon de faire des contractions des mots qui changent complètement. Donc, globalement, quand on fait du NLP, il y a la partie data science, mais avant, il y a toujours un aspect data cleaning. Et pour ça, ça demande déjà de bien connaître la langue, mais ça peut aussi de bien connaître le jargon. Si on est dans un secteur spécifique, on a besoin de s'appuyer sur des experts qui nous aident à savoir quoi faire quand il y a du jargon. Et ça, généralement, ça peut changer d'une langue à l'autre. Donc, si on ne peut pas reprendre le même modèle et le déplacer dans un autre pays et espérer avoir les mêmes résultats. Oui, effectivement, il y a cette étape de labellisation. J'imagine que voilà, vous avez besoin des experts, mais aussi quand on parle de la maintenance la création des modèles, mais la maintenance aussi des modèles. Est-ce que, par exemple, il faut avoir dans les équipes, il y a des data scientists qui maîtrisent ces langues? Est-ce que, par exemple, toi, tu peux faire un modèle dans une langue que tu ne maîtrises pas? Non, ce serait
Je peux essayer de faire quelque chose, mais ce qui est important, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui parle la langue qui devra être là pour vérifier. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que dans l'IA, il peut y avoir une diversité au sens où il va y avoir des personnes techniques qui comprennent vraiment comment fonctionnent les algorithmes, mais dans l'équipe qui développe une solution IA, on peut aussi avoir des gens qui ne savent pas du tout comment marche un algorithme, qui n'ont pas le background technique, mais par contre qui ont l'expertise pour valider, pour faire des arbitrages. Donc, le message un peu, c'est même si vous ne connaissez rien aux maths et à la technique, vous pouvez ne pas hésiter à vous lancer dans des projets IA parce que vous pouvez aussi trouver votre rôle là-dedans. Super, merci. Elena, je pense à Sodexo parce que c'est un gros groupe et j'imagine que vous avez des cas d'usage qui peuvent avoir les mêmes challenges comme expliqué par Hugo quand on change la langue ou voilà, le domaine, quand on change la zone géographique que ça peut donner. Est-ce que tu penses à des exemples? Tout à fait. Par contre, pas chez Sodexo parce qu'on est assez chanceux. Nos équipes, presque tout le monde parle anglais au minimum. Donc, c'est déjà bien et on travaille énormément avec les autres pays. Cet échange est naturel, je dirais, chez Sodexo. Par contre, dans ma vie précédente, j'ai vu un exemple d'un projet NLP qui c'était pas du tout ma spécialité, mais je me souviens de ce projet. Il était fait pour une boîte télécom, un opérateur télécom assez important. L'idée, c'était de récupérer les commentaires du texte avec les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs et les classer. Est-ce que, bon, déjà, c'est un problème ou plutôt félicitations pour un technicien? Et si c'est un problème, quel type de problème? Est-ce que c'est avec la télé ou Internet, etc. C'était aux Pays-Bas. Donc, la moitié des commentaires en étaient en néerlandais, l'autre moitié était en anglais. Mais malheureusement, le data scientist était un Français. Il était peut-être un data scientist junior qui n'était pas à l'aise de poser des questions, de demander comment faire, etc. Donc, la solution choisie était de traduire tous les commentaires d'anglais et néerlandais en français, faire le modèle NLP et ensuite restituer la réponse en anglais. Parce que le client parlait anglais, il fallait tout faire en anglais. Donc, c'est un peu un téléphone arabe. Bien sûr, ça n'a pas marché. Et première itération, on a vu que ça ne marche pas du tout. Alors, on s'est posé des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de modèle ou est-ce que c'est un problème du code ou un bug? Et finalement, on a compris que effectivement, ça ne marche pas super bien d'introduire une langue germanique, une langue romaine, et essayer de faire un modèle NLP et faire la traduction deuxième fois. Déjà, quand on a traduit néerlandais en anglais, c'était mieux. Nous avons uniformisé les commentaires juste pour la compréhension, déjà pour définir les critères, les catégories, etc. Ça marchait mieux que cette traduction de deux phases français-anglais. Voilà. Un exemple de comment il ne faut pas faire. Et effectivement, c'est assez intéressant comme exemple. Alors, la conclusion, c'est effectivement quand on change les langues dans nos bases de données, il faut plutôt se reposer sur des experts qui maîtrisent la langue et pas essayer de la traduire parce qu'on intègre des biais dans ces traductions et que voilà, à la fin, potentiellement, les résultats, donc c'est pas potentiellement, mais c'est sûr que les résultats ne seront pas satisfaisants. Effectivement, il y a cet aspect de succès des solutions IA sur la performance des modèles et la pertinence vis-à-vis des métiers ou vis-à-vis des utilisateurs finaux. Mais quand on parle de succès des solutions IA, il y a également les aspects réglementaires. C'est non seulement avoir une solution performante, mais une solution qui répond aux exigences réglementaires. Ça peut être des exigences réglementaires en externe de l'entreprise. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'Union européenne qui est en train de mettre en place cette nouvelle réglementation sur l'IA de confiance. Et voilà, on peut en parler un petit peu plus avec Iman sur ce sujet. Mais on peut avoir aussi des réglementations plutôt en interne sur voilà, quels sont les
les exigences de qualité, quelles sont, par exemple, voilà, quels sont les différents standards à respecter en interne. C'est assez important de les prendre en compte dès le début de la création de cette solution. Iman, est-ce que tu peux nous partager un exemple justement sur, je ne sais pas si tu as une idée d'un exemple dans comment justement intégrer cet aspect réglementaire dans une solution IA et avoir justement les bons profils pour répondre à ces exigences. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que de toute façon, l'ensemble des éléments qui ont été dessinés par toi, par Elena et par Hugo, en fait, le pendant juridique est exactement le même. C'est-à-dire que c'est super important d'avoir des facteurs d'évaluation et d'avoir une solution qui est pertinente. Et dans le jargon juridique, ça veut juste dire avoir une solution dont la finalité est claire, bon, est licite, évidemment, mais est claire aussi, justement pour qu'on puisse avoir une solution qui se place dans un écosystème et dont les impacts sur cet écosystème ont été appréhendés dès la conception, au cours de la création. Et bon, si jamais ce que je ne souhaite pas en général à mes clients, mais si jamais les gens sont en retard, post-création de l'idée. Un exemple intéressant, je pense, c'est dans la façon dont les contrats peuvent être construits entre parties prenantes. On retrouve souvent parfois une surprise chez certaines parties prenantes qui n'ont pas forcément conscience que l'évaluation, mais vraiment l'évaluation régulière de l'empreinte environnementale de la solution est super importante pour d'autres parties prenantes. Alors, parce que ça, en fait, ça c'est inclus dans le code éthique de telle société, c'est inclus dans le code interne de telle société, ça va être pris en compte dans la façon dont les investisseurs vont faire des choix. Et en fait, c'est pas forcément fait de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui est assez parlant à mon sens parce que ça vient recouper des relations juridiques, contractuelles, etc., avec des attentes des usagers qu'on pourrait décrire d'attentes éthiques, d'attentes sociales, peu importe, mais finalement, il y a une judiciarisation de cette relation-là par rapport à cette attente qui est environnementale ou sociale. Donc, pour conclure, d'un point de vue juridique, la perspective est la même en fait. Il s'agit de s'inscrire sur le long terme et de pouvoir comprendre les impacts de la solution concrète et éviter justement les mauvais impacts. Et ça vient par exemple, je ne sais pas si on se souvient, tu vois, en 2019, le zone bombing qui n'avait pas forcément été appréhendé correctement. C'est une question de sécurité, donc c'est une question technique, c'est aussi une question juridique, puisque la sécurité, ça fait partie des obligations de moyens qui est exigée de la part des responsables de traitement qui traitent des données personnelles. Mais finalement, voilà, c'est toujours les mêmes perspectives, quoi. Ouais. Non, effectivement, et plus concrètement, quel est le bon timing pour justement traiter ces questions juridiques? Parce que quand on parle d'un cas d'usage IA, on parle très souvent, on va dire les grandes étapes, c'est plutôt la partie idéation. On arrive avec une idée, on essaye de spécifier un petit peu le besoin des utilisateurs finaux. Ça peut être, que ce soit un métier en interne dans une entreprise, ça peut être pour la grande consommation. Par la suite, on a une petite phase d'expérimentation. Voilà, on teste un peu les résultats scientifiques, mais aussi les résultats, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux ou pas. Et ensuite, effectivement, on déploie cette solution si elle donne des bons résultats et il y a cette phase de run ou de maintenance pour suivre l'évolution des modèles, l'évolution des résultats et potentiellement s'il y a des dérives dans les données. Sur l'aspect juridique, quel moment justement il faut penser et quels sont les profils qui normalement doivent intervenir dans ces étapes-là? Ça dépend de la solution dont on parle, mais la réponse la plus simple, c'est dès le début et un peu by design, parce que de manière générale, la perspective juridique qu'on va adopter va dépendre de ce que la solution fait, de sa finalité et du type de données qui sont au cœur du système. Mais j'aurais tendance à dire by design,
parce que de toute façon, si c'est trop tôt, tous les juristes vous diront c'est trop tôt, revenez nous voir quand vous aurez ça, ça et ça. En revanche, si c'est trop tard, ben c'est trop tard et vous avez perdu à la fois de l'argent et du temps qui est quand même très précieux en général quand on crée des projets. Mais j'aurais tendance à dire by design de toute façon, parce que en général, les gens connaissent le RGPD. Voilà. Les gens connaissent le RGPD, ils connaissent la data et viennent nous voir pour du RGPD, pour de la data. Et ensuite, on va leur poser des questions qui sont relatives au droit pénal de la consommation. On va leur poser des questions qui sont relatives à d'autres champs juridiques auxquels ils n'ont pas forcément pensé lorsqu'ils ont créé le projet. Et forcément, ça va parfois modifier le projet. Je n'ai pas d'exemple concret que je peux citer parce que ce n'est pas public. Mais voilà, la réponse la plus simple, c'est by design. Ok, super, merci. Effectivement, quand on parle de la diversité, on a plusieurs idées de domaines de diversité. On parle très souvent d'origine, de sexe et d'âge, mais aussi ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est les différentes cultures, les traditions, les religions. Un cas d'usage qui est, par exemple, développé pour des utilisateurs en France, ce ne sera pas pareil comme, par exemple, en Asie. Je pense à un exemple que j'ai lu dans un article, c'était assez intéressant. C'était avec les robots aspirateurs. Et c'était un cas en Corée du Sud. En fait, une femme qui a décidé de faire tourner le robot aspirateur pendant sa sieste. Et en fait, le robot a aspiré ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle dormait sur un matelas par terre, en fait, dans ces pays, au Japon ou en Corée du Sud, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est typique pour ces pays-là. Voilà, les constructeurs des robots n'ont pas du tout réfléchi à cette possibilité qu'il y a un risque lié avec l'utilisation de leurs produits. D'où, voilà, je trouve qu'aussi prendre en compte aussi la culture et les différences dans les zones géographiques. C'est très important. Et bien évidemment, on parle aussi de parcours et de compétences dans les équipes IA. Elena, peut-être tu peux nous partager un peu toi, en tant que chef d'orchestre, quels sont les différents profils au sein de l'équipe que tu mènes sur cette aventure IA au sein de Sodexo? Ce que je dois dire sur ce sujet, c'est qu'il faut avoir plusieurs types de profils dans l'équipe, même si ce n'est pas des gens qui sont dans l'équipe développement. L'équipe dev, c'est assez classique, data scientist, data engineer, côté IT, data governance, etc. Focus vraiment au développement de données, qualité des modèles, etc. Par contre, ce qui est aussi important, c'est de faire intervenir les sponsors des projets, les décisionnaires, les utilisateurs futurs de l'outil ou de projet ou de l'output de votre projet, parce que assez régulièrement, la vision des décisionnaires, il n'est pas la même que la vision de l'utilisateur. Et mon rôle, c'est de faire converger ces deux visions. Ce qui n'est pas du tout évident, ce qui n'est pas du tout facile, mais si on ne fait pas cet effort dès le début, on va échouer. C'est vraiment super, super important. Niveau culture et différence, je pense que c'est aussi important. Peut-être pas aussi dans l'utilisation des produits data, mais la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon de se poser des questions. Si je suis sur le terrain et je fais partie d'une équipe opérationnelle, je réfléchis pas du tout de la même façon que quelqu'un en France qui va produire cet outil pour moi que je veux utiliser demain. Donc, ma solution, ça va être de tenir au courant les gens, au moins dire on travaille sur un tel projet. Si vous êtes intéressé, je suis là pour vous répondre à vos questions et faire une démo. De faire des consultations avec les experts, comme Iman par exemple. Effectivement, c'est super important dès le début, poser des questions niveau éthique, niveau données,
data residency, un sujet très important, et on essaie, parfois on oublie que ça existe, que je ne peux pas prendre les données aux États-Unis, les mettre dans un data lake en France, faire mon modèle et restituer les résultats aux États-Unis encore. Niveau technique, c'est possible, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Niveau réglementaire, je ne dois pas le faire. On ne peut pas savoir tous les détails de chaque pays, de chaque obligation. C'est pour ça qu'il faut faire intervenir les experts dès le début. Ok, super. Je ne sais pas, Hugo, si toi, tu souhaites compléter, je ne sais pas, peut-être si tu peux nous partager quelques anecdotes sur le fait que parfois, toi, en tant que data scientist, parfois, te demander de voir si tu as d'autres compétences dans l'IA, je ne sais pas, liées au... je pense toute la partie un peu data engineering ou architecture ou peut-être sur l'aspect business. Le mouton à 5 pattes, est-ce qu'il existe? Qu'est-ce que le data scientist arrive à faire tout? Ah, on ne t'entend pas, Hugo. On t'entend tout. Ah, non. Là, vous m'entendez? Ah oui. Ok, bon, on va faire comme ça. Ouais, ce qui me vient en tête, c'est un exemple assez classique de projet qui ne s'est pas bien passé. C'est un projet qui était complètement data science centric au début, donc c'est-à-dire qu'on avait une idée de solution data science. C'était pour faire de la recommandation de parfums. Donc à partir d'un texte, on essayait de trouver dans un catalogue de parfums quel est le parfum le plus adapté. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de 6 mois, on a fait une sorte de premier point. Et on avait une solution data science qui marchait bien. Et côté du top management, ils étaient là, bah, c'est super, on continue, on y va à fond, on y va à fond. Et nous, on leur disait, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est juste une proof of concept. Pour l'instant, c'est pas robuste, c'est pas solide. Mais voilà, ils ne voulaient pas mettre beaucoup plus de budget sur la robustification et surtout, ils ne voulaient pas se projeter sur comment sera cette solution une fois qu'elle sera dans un environnement industrialisé. Donc, on a continué un petit peu en mode rush, en mode commando comme ça pendant quelques mois. Et une fois qu'on avait la solution qui fonctionnait fonctionnellement, on nous a dit OK, ben maintenant, on veut industrialiser ça. Et là, évidemment, on n'avait pas consulté les bonnes personnes. En fait, on n'avait pas vraiment eu la phase de cadrage parce que je pense que dans tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, ce qui est important, c'est cette phase de cadrage où on fait intervenir les différents experts. Ben, on s'est rendu compte que ça posait problème et ça a donné lieu à des débats internes, typiquement entre les départements DSI et les départements data et les départements métiers, qui n'étaient pas du tout d'accord, qui n'avaient pas du tout les mêmes visions des choses. Et au final, ce projet qui a pris peut-être 6 mois, 1 an sur la partie data science, ben, il va prendre encore 2 ans de plus pour être industrialisé parce qu'on s'y a pas bien pris. Donc, on peut vraiment gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et beaucoup de choses en faisant une vraie phase de cadrage et en mettant les bonnes personnes autour de la table au début. Oui, effectivement, c'est important d'avoir des équipes plutôt pluridisciplinaires qui peuvent être complémentaires sur les différentes exigences d'une solution IA, non seulement au début sur la partie expérimentation, mais il faut aussi poser la question quelles sont les compétences nécessaires pour la mise en production et la maintenance, parce que on est d'accord, Hugo, que faire un modèle en expérimentation et plutôt quand il est en maintenance et il faut justement le suivre et mesurer les dérives, ce n'est pas exactement les mêmes compétences et les mêmes exigences. D'où c'est nécessaire d'avoir des experts qui peuvent répondre à ces exigences. Bien évidemment, quand on parle de la diversité, on ne peut pas ne pas parler des femmes dans ce domaine, dans l'IA. Effectivement, cette table ronde, nous sommes plutôt en majorité qui n'est pas représentative de la situation, non seulement en France, non seulement en Bretagne, mais aussi dans le monde entier. Malheureusement, il y a très peu de femmes qui travaillent dans l'IA, dans le domaine. Et
voilà, est-ce que potentiellement vous avez des exemples où justement c'est important d'avoir des équipes diverses en termes de sexe dans les différents experts pour justement, par exemple, je pense à des exemples de biais dans les données ou des biais dans les modèles euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête sur ces questions. Moi, je pense à un exemple voilà, classique d'Amazon et son outil de recrutement qui, voilà, à la fin, a poussé que des profils, des candidatures d'hommes considérés plutôt des bons de candidature, et les femmes ont été automatiquement ignorées dans les candidats potentiels. Je ne sais pas si vous avez des exemples justement là-dessus. Je peux peut-être partager un exemple qui n'est pas lié au biais de modèle ou des choses poussées, mais plutôt à l'importance de connaître le sujet. C'est bien sûr une anecdote, je n'ai pas vécu, mais c'est intéressant d'entendre ça. Une équipe qui fait une étude pour les produits d'hygiène pour les femmes. Et le besoin est de calculer l'impact financier d'avoir une femme en tant que client. Ça veut dire calculer l'impact financier annuel. C'était assez facile. On prend une femme standard, sans problème de santé. On prend 12 mois et elle a besoin de 12 paquets de produits. Sauf qu'une femme sans problème de santé a d'habitude 13 règles par an. L'impact n'était pas énorme, mais quand tu présentes ça au client, il y a quand même un gros blanc pendant la réunion, parce que pour le client, c'est évident que le chiffre est 13. Par contre, pour les équipes masculines, c'est pas du tout évident. Donc, même si ça, c'est assez facile à corriger et il n'y a pas d'impact réel sur la capacité d'une équipe de produire, mais c'est des petites choses qui, finalement, vont changer pas mal dans un produit, peuvent changer pas mal à la fin. D'où la conclusion, c'est bien d'impliquer les femmes également, au moins dans l'analyse des résultats ou dans l'analyse de ROI, surtout s'ils sont, elles, les utilisatrices finales de ces solutions. Et il faut valider les hypothèses et effectivement parler aux utilisateurs toujours. J'ai l'impression qu'Iman, tu avais aussi un exemple de ton côté sur… Non, j'allais simplement citer les exemples assez classiques de reconnaissance d'image qui ont fait l'objet de scandales réputationnels publics. On a le Google's Gorilla de Google, qui est très vieux maintenant, ça date de 2013, mais qui est un peu plus parlant. Et plus récemment, peut-être, on a eu l'étude de Facebook sur l'impossibilité de reconnaître des savons sur la base de la localisation géographique, où l'ensemble des savons qui se trouvaient dans des salles de bain à l'occidentale, européenne, avec des lavabos blancs, etc., étaient reconnus. Et au-delà de ce contexte géographique et culturel-là, l'ensemble des autres savons de par le monde étaient labellisés comme du fromage. Enfin, voilà, rien à voir avec le savon, quoi. Mais j'allais parler de ces exemples-là qui sont très visuels, je pense, et assez illustrants. Hugo, j'avais l'impression que toi également, tu avais un exemple à nous partager. Ouais, déjà, c'était un peu pour résumer. On parlait un petit peu des biais qu'on peut avoir, du manque de diversité, à la fois qui peut être au niveau des métiers qui construisent une solution IA. On peut avoir au niveau de l'algorithme lui-même. Donc, ça, c'est l'anecdote de Iman. Ou alors, l'anecdote de Elena, c'est plutôt de la diversité au niveau des équipes de développeurs. Et moi, j'avais un exemple un peu dans le même genre. J'étais dans une équipe toujours sur cette solution IA pour la recommandation de parfums,
En fait, les utilisateurs finaux, c'est des gens qui sont aux États-Unis, généralement plutôt autour de 40-50 ans, et majoritairement des femmes. Et quand on disait tout au début l'importance de discuter avec les utilisateurs finaux de nos solutions, c'est forcément un peu plus facile si culturellement on est plus proche d'eux. Donc, alors, il y avait un mec qui était un fan de football américain avec qui je devais discuter, mais il y avait aussi des gens, des profils vraiment divers. Et je trouve qu'avoir une diversité au niveau des équipes de développement, ça permet de plus être en empathie avec les utilisateurs finaux et d'obtenir plus d'informations, de retours, de feedback de leur part. Et ça permet vraiment de faciliter le développement. Et sur ce projet, j'avais mon chef de projet qui, lui, est franco-américain avec vraiment une connaissance profonde. Il a vécu aux États-Unis de la culture là-bas. Et plusieurs fois, il m'a dit moi, je ne sais absolument pas ce que c'était qu'une log, donc en gros une bûche. Aux États-Unis, ils parfument des bûches. Là où en Europe, on va plutôt prendre du bois et le mettre dans le cheminée, eux, ils ont vraiment des produits tout faits, c'est des bûches avec des odeurs. Et j'ai vu ça apparaître dans mes données, je ne savais absolument pas ce que c'était et j'étais très content qu'il y ait un peu de diversité. Donc là, c'est plus diversité culturelle dans notre équipe de développement pour essayer de comprendre un peu ce que c'était que ça. Effectivement, un exemple assez intéressant. Moi, je pense à un exemple aussi, quand j'ai travaillé avec les équipes RH, en fait, l'objectif, c'était d'identifier le prochain poste d'un collaborateur en se basant sur les données historiques. Et en fait, voilà, ce qui est important de prendre en compte, c'est que, attention, c'est des données historiques et que potentiellement, il y aura des biais. À chaque fois, quand on s'en base sur le passé, potentiellement, ce n'est pas représentatif de ce qui est aujourd'hui. Et effectivement, quand on a fait cette analyse, on s'est rendu compte qu'en fait, les next steps pour les nouveaux postes des collaborateurs, il y avait un écart entre les femmes et les hommes. Les femmes n'avaient pas nécessairement une proposition de poste potentiel avec plus de responsabilités parce que dans le passé, c'était peu observé. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est que l'équipe métier qui était là avec nous dans la construction de cette solution était bien au courant de ces biais dans la donnée. Et voilà, nous étions en capacité d'enrichir cette base de données non seulement sur le passé des parcours, mais nous avons aussi rajouté des données de formation, par exemple, pour montrer que justement se baser non seulement sur quelles sont les activités que les personnes ont réalisées, mais également quelles sont les compétences qu'ils ont acquis grâce aux formations, qui a permis d'affiner un petit peu plus les propositions de nouveaux postes pour l'ensemble des collaborateurs, indépendamment de leur sexe ou âge également. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Pour le moment, notre audience est un peu timide. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat qui se trouve juste en bas à droite. Voilà, comme vous pouvez le voir, chacun de nous travaille dans les domaines différents, mais toujours dans le contexte d'IA. C'est intéressant, ce serait intéressant pour nous pour voir quelles sont les questions que vous vous posez quand on parle de la diversité, ou est-ce que vous avez rencontré également des challenges et vous n'avez pas réussi à trouver une solution. N'hésitez pas de le noter dans le chat. Ce sera avec un grand plaisir pour discuter là-dessus ensemble. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter Iman, de ton côté, justement, on parlait de l'IA de confiance, cette nouvelle réglementation. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus ce qu'on pourrait attendre sur ce sujet-là et comment la diversité dans les équipes pourrait y contribuer? Oui, bien sûr. Je pense que ce qui est le plus intéressant par rapport à cette proposition de réglementation, c'est le fait qu'on ait une approche par les risques. Et donc, c'est vraiment
l'impact de la solution sur l'écosystème qu'il faut prendre en compte. Et ça, je pense que c'est une réponse qui peut que être apportée par l'ensemble des équipes métiers qui ont travaillé sur le système en question, en ce compris la stratégie business, évidemment, et la façon dont on place le produit sur le marché. Après, bon, la réglementation, il faut encore qu'il y a quand même pas mal de détails qui n'en sont pas, justement, qui doivent être affinés. Donc, à voir ce que ça donne dans 2 ans. Hein. Je pense que la réglementation finale arrivera dans 2-3 ans. C'est à peu près le même temps qu'il a fallu entre la proposition par rapport au RGPD et son entrée en vigueur. Et c'est possible que ça prenne encore un peu plus de temps vu le lobby qu'il y a autour du texte en ce moment. Mais je trouve que l'approche par les risques, c'est une approche qui est super intéressante et c'est l'approche la plus pratique de toute façon par rapport aux solutions IA aujourd'hui. C'est juste je pense qu'il faudrait que ça s'applique à beaucoup plus de solutions parce que j'ai du mal à appréhender ce que ça veut dire exactement une solution IA. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui simplement choisiront de ne pas se labelliser IA pour ne pas tomber sous le joug de ce texte, alors que c'est un texte qui vise quand même à protéger les droits et libertés des personnes. Et donc son respect devrait être le plus large possible. Ouais. Effectivement, si j'ai bien compris, cette nouvelle réglementation ciblera des secteurs donnés où le risque est très élevé ou considéré comme très élevé, comme par exemple le secteur de la santé, le secteur de les transports, l'éducation, la défense, etc. Et si une entreprise n'est pas concernée parce que son secteur n'est pas considéré comme un risque élevé, c'est plutôt au niveau des cas d'usage, comme par exemple le cas d'usage que je donnais sur le RH, dans le domaine RH, où on traite la donnée personnelle. Il y en a un risque plus élevé sur… oui, il y a une conséquence sur la potentielle exclusion d'un droit d'une personne, que ce soit le droit à un entretien, le droit à une aide sociale, le droit à une promotion professionnelle, le droit à une formation professionnelle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, par exemple, par rapport au système français, par rapport à Parcoursup. Il y a encore pas mal de questions qui restent ouvertes par rapport à ça. Effectivement, il y a ce sujet de l'impact environnemental. Toi, Hugo, en tant que data scientist, je comprends très bien que l'objectif d'un data scientist, c'est chercher la performance. Plus la donnée est exhaustive et plus grande, plus nos modèles seront précis. Mais quand on parle de l'impact environnemental et par exemple le deep learning, quelles sont tes convictions sur le sujet de comment trouver le juste milieu de dire bon, j'ai besoin d'un modèle performant, mais en même temps, est-ce que c'est justifié toute l'énergie qui est consommée derrière ce calcul complexe? Je dirais qu'en ce moment, il y a un peu 2 grandes tendances dans l'IA. Il y a d'une part des gens qui vont s'atteler un petit peu à faire de l'IA transparente, frugale et interprétable. Et de l'autre côté, on a le NLP. C'est un peu le contraire, où ils font des modèles de plus en plus gros et de plus en plus impossibles à interpréter. Donc, c'est un gros sujet en NLP. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui arrivent à construire leur propre modèle où on a juste le strict minimum vont avoir plus de marge de manœuvre pour contrôler ce que fait ce modèle et le faire évoluer au fil du temps. Là où une entreprise qui va juste se baser sur un énorme modèle préentraîné de deep learning aura moins de contrôle. Il y aura peut-être rapidement des résultats, mais par contre, sur la durée, je pense qu'une entreprise qui développe vraiment une compétence et ses propres modèles custom et adaptés aura un avantage par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de justement des profils différents au sein des équipes d'IA qui ont des objectifs justement précis et qui peuvent être aussi complémentaires parce qu'un data scientist a des objectifs de performance, mais potentiellement, il y aura plutôt d'autres rôles qui s'assurent que, par exemple, la réglementation est respectée, qu'il y a un impact positif sur la société ou l'environnement, et qui peuvent, ça pourrait t'aider, toi, en tant que data scientist, pour atteindre ces objectifs
de performance des modèles, mais en même temps d'exigences réglementaires. Excuse-moi, ça a coupé un petit peu, j'ai raté la question. Non, justement, je posais la question de la diversité dans ce challenge de performance des modèles et l'impact sociétal et environnemental. Comment trouver ce juste milieu? Est-ce que justement cette diversité dans les équipes permettra de garder des objectifs complémentaires? Ah, on a perdu encore une fois. Ah, Hugo, on t'a perdu. Je ne sais pas si tu nous entends. Vous m'entendez? Oui. Ah, excuse-moi. D'accord, donc je disais oui, effectivement, je pense que la diversité, notamment la diversité de points de vue, va être intéressante. Il y aura toujours des gens qui seront des grands défenseurs du tout technologique et qui prendront peut-être pas le temps de se poser la question de est-ce qu'on peut faire autrement. Et le fait d'avoir plusieurs personnes dans la salle, plusieurs profils, ça a probablement aidé à tendre vers la solution un peu la plus adaptée et le meilleur compromis. Ok, super, merci beaucoup. Il est presque 15 heures et on a arrivé à la fin de notre échange. Merci beaucoup encore une fois, Elena, Iman et Hugo, pour votre participation. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Si je dois conclure par rapport à notre échange et ce qu'on vient de se dire, c'est qu'effectivement, la diversité pourrait être une vraie créatrice de valeur au-delà d'une simple précision de calcul. La diversité permet de gagner en pertinence vis-à-vis des utilisateurs, mais aussi en termes de transparence, en termes de robustesse des solutions. Cela permettra d'avoir des solutions durables dans le temps, mais aussi d'anticiper les questions éthiques et des questions de biais. D'où il est important de pouvoir multiplier les points de vue dans les équipes IA afin d'obtenir une couverture complète des critères de succès. Encore une fois, merci beaucoup. Merci également, je tiens à remercier également les organisateurs de cette belle initiative AI Days Bretagne. C'était un vrai plaisir d'y contribuer. Merci également à vous, l'audience. J'espère que pour votre attention, j'espère que les sujets que nous avons abordés ont été intéressants pour vous et n'hésitez pas surtout de nous trouver sur LinkedIn si vous avez des questions complémentaires ou des sujets que vous souhaitez aborder un petit peu plus en détail. Merci encore une fois au panel d'intervenants et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.